est dimanche, bon dimanche. Chaque dimanche, on prend un petit recoin de la bibliothèque, on l'explore. Alors, évidemment, il y a des points d'intensité, des points nodaux, je dirais, et qui peuvent revenir plusieurs fois. Mais où est-ce que vous en êtes avec Nerval? On va le prendre par un biais un peu méconnu, une curiosité, mais bien sûr, quelqu'un comme Gérard de Nerval, c'est une importance qui se confirme à mesure qu'on voyage avec les livres. Quelque chose où c'est à la fois l'œuvre, la syntaxe, ce mystère dans la phrase, et puis pas forcément le désastre biographique, mais cette complexité de personnalité qui lutte en arrière. Ce que ça nous dit, si l'écriture est l'arme finalement principale pour résister, tenir jusqu'au moment où on ne pourra plus tenir. Alors je sais pas ce que vous avez, vous, de Nerval. J'ai le Pléiade en 3 tomes. C'est quand même un outil de travail pour une fois super bien fait. Mais si vous comparez aux 3 tomes de Michaud, par exemple, c'est quoi la différence? C'est que 1, 2, 3, ils sont pile dans l'ordre. C'est que dans le 1, Nerval, vous savez, il meurt à 46 ans. Comme Baudelaire, comme Lovecraft. C'est entre ses 25 et ses 30 ans, par exemple, qui fait le voyage en Orient. Et donc, en gros, vous avez 15 ans de travail. Ces 15 ans de travail, qu'est-ce que fait un auteur à Paris dans ces années-là, quand il n'a que les petits paiements de sa plume pour tenir? Il écrit des articles, des comptes rendus de pièces de théâtre, des comptes rendus de revues. Il y a un roman aussi. Le Marquis de Fayolle. Nous, Fayolle, on connaît toujours bien le nom, mais le roman Le Marquis de Fayolle, on a un petit peu de mal quand on se met dedans. Puis les articles, bon, c'est d'époque. C'est-à-dire, par exemple, le théâtre. Il y a des 400 théâtres à Paris, au moins. Une espèce de chose. C'est leur Facebook. Je dis ça, bon, on n'est pas là pour faire de la science, c'est bien convenu. Mais donc le tome 1, vous voyez, il n'est pas très abîmé. Des fois, on regarde. Le tome 3, c'est bien autre chose. Lorelai, la bohème galante, mais les nuits d'octobre. Vous savez, on doit prendre le train pour Strasbourg à 4 heures du matin. Plutôt que de dormir, on arpente Paris la nuit. Et puis ça finira au poste de police. Mais il y a les halles, il y a tout. Nuit d'octobre, je crois que c'est quelque chose qui change la face de la littérature. Traversée de nuit, le concept de ville, et puis juste le fait de cette interaction de l'écrivain avec ce qu'il croise arbitrairement, des conversations, des visages, des scènes, et puis que ces scènes peuvent vous faire basculer tout aussi bien. Évidemment, ça, c'est des textes que je relis constamment. Les petits châteaux de Bohème, et ce mystère qu'une dizaine de sonnets reste un ancrage complètement au sommet de la littérature française. Et donc, s'il n'y avait pas eu ces 10 sonnets, le prince d'Aquitaine à la tour aboli, je suis le veuf, l'inconsolé, peut-être que le reste aurait sombré sur une curiosité périphérique, comme Théophile Gautier est devenu périphérique de Baudelaire, alors que c'est Théophile Gautier, puis je ne sais plus quel autre qui paiera de sa poche la tombe de Nerval au Père-Lachaise. Les filles du feu, évidemment. Et là, quel monument définitif. Et puis, cette autre étrangeté que dans Les filles du feu, c'est marrant d'ailleurs de montrer un carton vide avec quelque chose qui correspond bien aussi à ce côté toujours lacunaire, énigmatique de Nerval. On a Sylvie avec vous savez, ce que Proust il voit de travail sur la couleur mauve, sur le dépli des strates de temps, des réminiscences. Et puis ce terroir, enfin, ce tout petit mouchoir de poche de Senlis et quelques encablures de Paris qui devient comme un monde global étrange. Et puis dans ce recueil extrêmement composite, où évidemment Sylvie fait figure de navire amiral, malgré les autres filles du feu, ce texte qui s'appelle Aurélia, qui est
peut-être le plus grand texte de notre langue sur le rêve et la folie. Mais tout ça par la ville, par le combat intérieur. Pourquoi Aurélia n'est pas dans Les Filles du Feu? Ça, c'est les mystères de Nerval. C'est cette espèce de disjonction arbitraire d'une œuvre qui font qu'elle reste par ses propres tensions internes. Et puis le tome 2, lui, j'ai perdu le carton. Et puis, il y a cet autre écrit qui s'appelle Les Illuminés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la toute petite introduction, la préface, que c'est des choses qu'on a tous un moment ou l'autre lu, et puis on le garde par devers soi, et donc quand on le rouvre, on dit par quoi tu vas réattaquer. Il n'est pas donné à tout le monde d'écrire l'éloge de la folie, mais sans être Erasme ou Saint-Évremont, on peut prendre plaisir à tirer du fouillis des siècles quelques figures singulières qu'on s'efforcera de rhabiller ingénieusement, à restaurer de vieilles toiles dont la composition bizarre et la peinture éraillée font sourire l'amateur vulgaire. Dans ce temps-ci où les portraits littéraires ont quelques succès, j'ai voulu peindre certains excentriques de la philosophie. Loin de moi la pensée d'attaquer ceux de leurs successeurs qui souffrent aujourd'hui d'avoir tenté trop follement ou trop tôt la réalisation de leurs rêves. Ces analyses, ces biographies furent écrites à diverses époques, bien qu'elles dussent se rattacher à la même série. J'ai été élevé en province chez un vieil oncle qui possédait une bibliothèque formée en partie à l'époque de l'ancienne Révolution. Il avait relégué depuis dans son grenier une foule d'ouvrages, publiés la plupart sans nom d'auteur sous la monarchie, ou qui, à l'époque révolutionnaire, n'ont pas été déposés dans les bibliothèques publiques. Une certaine tendance au mysticisme, à un moment où la religion officielle n'existait plus, avait sans doute guidé mon parent dans le choix de ces sortes d'écrits. Il paraissait avoir depuis changé d'idée et se contentait pour sa conscience d'un déisme mitigé. Ayant fureté dans sa maison jusqu'à découvrir la masse énorme de livres entassés et oubliés au grenier, la plupart attaqués par les rats, pourris ou mouillés par les eaux pluviales passant par les intervalles des tuiles, j'ai tout jeune absorbé beaucoup de cette nourriture indigeste ou malsaine pour l'âme, et plus tard même, mon jugement a eu se défendre contre ces impressions primitives. Peut-être valait-il mieux n'y plus penser, mais il est bon, je crois, de se délivrer de ce qui charge et ce qui embarrasse l'esprit. Et puis n'y a-t-il pas quelque chose de raisonnable à tirer même des folies, ne fût-ce que pour se préserver, de croire nouveau ce qui est très ancien. Voilà, c'est le début des Illuminés, c'est après le roi de Bicêtre. Histoire de l'abbé de Bupois, on va en reparler. Les confidences de Nicolas, rétif de la Bretonne, mais qui, vous savez, dans son travail de composition directe d'imprimerie, comme nous là on fait nos chaînes YouTube, en faisant ces petits opuscules en continu. Il avait plus de E dans ses châssis, ses caractères, ben ça fait rien, il mettait un Q à la place du E, et puis du coup le récit s'ouvre à des tas de métaphores et de souterrains par rapport à l'écriture elle-même. Jacques Cazotte, là pour le mystique et l'ésotérisme, on est servi, avant même de passer à Cagliostro. Quintus au clair, celui-là je m'en rappelle à peine. Alors ce qui est intéressant dans Les Illuminés, c'est aussi que cette même chose qu'il y a pour Balzac, vous proposez un contrat à un éditeur ou un directeur de presse. Une fois le contrat clos, terminé, vous récupérez votre matière et évidemment, il faut la reconfigurer pour qu'elle engendre un nouveau contrat. Donc, par exemple, pour Nerval, il y a tout un ensemble de textes qui s'appellent les faux sauniers. Et les faux sauniers contiennent des tas d'ébauches de ce qui rassemblera sous les Illuminés. La publication livre est quasiment secondaire. C'est une sorte de plaisir qu'on s'offre, hein. Mais en tout cas, l'impact, l'enjeu, c'est la publication feuilleton, c'est la publication presse. Donc, ce qu'on appelle les Illuminés, bien, c'est des textes sur Rétif de la Bretonne, sur Cagliostro, qui ont pu être vendus à tel moment, à tel journal ou revue, et qui sont artificiellement rassemblés. Les Filles du Feu, ça vaut comme ça aussi. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire sur l'abbé de Bupois.
Archambault de Bucquoy avait été d'abord militaire pendant 5 ans, puis il était devenu ce qu'on appelait petit maître. Je l'ai alors dit, c'est pour ça que j'ai l'œil de travers, mais au moins c'est gros. Et ensuite, sans s'inquiéter de la religion chrétienne, il y a des guillemets, parce que Nerval cite cette vie de l'abbé de Bucquoy, qui lui sert de source. Ça, on va en reparler de près. C'était mis de celle que certains prétendent être celle des honnêtes gens, ce qu'on appelait alors déistes. Une aventure dont on ne connaît pas bien les détails, mais qui semble se rapporter à l'amour, jeta le comte de Bucquoy dans une sorte de dévotion trop exagérée pour avoir paru solide. Il se rendit à la trappe, relisait Chateaubriand, vide rancé, Chateaubriand aussi, on va le voir bientôt ici, et chercha à observer cette loi du silence, si difficile à observer. Un jour, il se lassa de cette discipline, reprit son habit d'officier et sortit de la trappe sans dire adieu. En route, il eut une querelle, fit une blessure à un homme qui l'avait insulté. Ce hasard malheureux le fit entrer dans la religion. Il se crut obligé de se dépouiller de ses habits en faveur d'un pauvre, et ce fut alors qu'épris des doctrines de saint Paul, il fonda à Rouen une communauté ou séminaire qu'il dirigea sous le nom de Le Mort. Et vous voyez déjà comme Nerval tend ses toiles, son décor, fait tenir le récit sur des choses presque impalpables. Cependant, il parlait dans sa classe avec une grande facilité, ce qui provenait peut-être d'une trop longue abstinence de parole éprouvée à la trappe, de sorte que les jésuites voulurent l'attirer parmi eux, mais il craignit alors que cela le mit trop en rapport avec le monde. Tels sont les antécédents qui, à Sens, auraient déjà fait quelque tort à l'abbé comte de Bucquoy si le hasard ne l'eût fait confondre avec l'abbé de la Bourlie, fortement compromis dans les révoltes des Cévennes. C'est-à-dire, le comte de Bucquoy se fait arrêter, on le confond avec ce La Bourlie qui est très impliqué dans les révoltes des Cévennes, et à partir de là, tout dégénère, c'est-à-dire qu'il va être presque prisonnier professionnel, parce que chaque fois cherchant à s'évader, on l'enfermera de plus belle, plus solidement. Et donc c'est un récit de la Bastille, 50 ans avant la Révolution française, ou avant le marquis de Sade, qu'on va voir s'ébaucher dans la vie de Bucquoy. Et on y va, après c'est quasiment du western. À Montereau, il invite les archers à dîner avec lui. Et bien qu'ils fissent une grande surveillance, il parvint à se débarrasser de certains papiers compromettants. Ces archers ne firent pas attention à ce détail, mais en badinant le soir au souper, ils lui dirent qu'il le défiait bien de s'échapper. On le mit au lit en l'enchaînant par un pied à l'une des colonnes. Les archers se couchèrent dans la chambre d'entrée. Bucquoy, lorsqu'il les jugea suffisamment endormis, parvint à soulever le ciel du lit, fit passer sa chaîne par le haut de la colonne où on l'avait attaché, puis cherchait à gagner la fenêtre, lorsqu'un des gardes dont il avait heurté les souliers, s'éveillant en sursaut, cria à l'aide. On le lia plus étroitement. Il fut amené à Paris par le coche de Sens, à l'hôtel de la Clé d'Argent, rue de la Mortellerie. N'ayant pas de rancune, il donna encore à goûter aux archers. Et ça continue. La vie de l'abbé de Bucquoy, les Illuminés, vous trouverez partout, y compris sur Wikisource, etc. Par contre, vous aurez peut-être du mal à trouver le texte que je vais vous lire. Au directeur du National, je crains d'avoir pris envers vous un engagement téméraire en vous promettant quelques détails sur un personnage curieux qui vivait dans les dernières années du règne de Louis XIV. Je sais qu'au National, la rédaction est soumise à une exactitude toute militaire. C'est pourquoi je n'hésite pas un instant à accomplir ma promesse. Cependant, elle se trouve un peu subordonnée à des circonstances imprévues. Il y a un mois environ, je passais à Francfort, avec tout ce rapport entre France et Allemagne, la traduction du Faust de Goethe, et puis même là, ce lien directement avec la clinique du docteur Blanche, où il sera soigné, c'est-à-dire que dans l'échange de lettres entre Blanche et Nerval, c'est-à-dire que tant que Nerval voyage, il n'y a pas de crise. Et puis à un moment, il sent que ça ne suffit pas, que la pression monte. Donc, bon, on revient à Paris, et puis quand il y a la crise, c'est retour chez le docteur Blanche. Mais ces voyages en Allemagne ont une fonction, par cela même, qui n'est pas évidemment très touristique. Obligé de rester 2 jours dans cette ville que je connaissais déjà, je n'eus d'autres ressources que de parcourir les rues principales, encombrées alors par les marchands forains. La place du Romer, surtout,
resplendissait d'un luxe inouï d'étalage. Et près de là, le marché aux fourrures étalait des dépouilles d'animaux sans nombre, venus soit de la haute Sibérie, soit des bords de la mer Caspienne. Mais tableau aussi, là encore, comme il se globalise. Ben, on est dans l'écriture, excusez-moi. L'ours blanc, le renard bleu, l'hermine étaient les moindres curiosités de cette incomparable exhibition. Plus loin, les vers de Bohème, aux 1000 couleurs éclatantes, montés, festonnés, gravés, incrustés d'or, s'étalaient sur des rayons de planches de cèdre comme les fleurs coupées d'un paradis inconnu. Une plus modeste série d'étalages régnait le nom de sombres boutiques, entourant les parties les moins luxueuses du bazar, consacrées à la mercerie, à la cordonnerie, aux divers objets d'habillement. C'étaient des libraires venus de divers points de l'Allemagne et dont la vente la plus productive paraissait être celle des almanachs. Mais rappelez-vous aussi l'almanach pour l'an perpétuel de Rabelais, qui se vendra aux foires prochainement venantes, Francfort, Tübingen, etc. On est dans une vieille tradition. Des images peintes, rappelez-vous l'histoire du rhinocéros de Dürer, des lithographies, le Volkskalender, almanach du peuple, avec ses gravures sur bois. Et cette figure du livre va devenir d'autant plus symbolique qu'on va la ramasser dans un tel décor où le narrateur déambule avec toutes ses couleurs, des vers de Bohème, avec ses animaux et ses fourrures, représentant les luttes populaires de Francfort et de Bade, les portraits de Hecker, les principaux membres de l'Assemblée nationale allemande, les chansons politiques, les lithographies de Robert Blum, les héros de la guerre de Hongrie. Voilà ce qui attirait les yeux et les kreuzer de la foule. Si vous vous intéressez encore au texte après une telle accumulation, mais c'est exprès, parce que un grand nombre de vieux livres étalés sous ces nouveautés ne se recommandaient que par leur prix modique, et je fus étonné d'y trouver beaucoup de livres français. C'est normal aussi, si vous pensez qu'avec l'édit de Nantes et les lois anti-huguenots de Louis XIV se produit une émigration, un cimetière français même à Berlin. Et donc vous voyez dans ce fourmillement de surface qu'est le commerce de l'imprimé, au milieu d'autres marchandises, dans ce bric-à-brac d'une foire, dessous, il y a les livres imprimés. Mais on ne s'y intéresse pas. C'est que Francfort, ville libre, a servi longtemps de refuge aux protestants, et comme les principales villes des Pays-Bas, elle fut longtemps le siège d'imprimeries qui commencèrent par répandre en Europe les œuvres hardies des philosophes et des mécontents français, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas la censure, ni aux Pays-Bas, ni en Allemagne, enfin en tout cas la censure du roi de France, et qui sont restés sur certains points des ateliers de contrefaçon purs et simples qu'on aura bien de la peine à détruire. Il y a beaucoup de choses dans Balzac à ce propos. Il est impossible pour un Parisien de résister au désir de feuilleter de vieux ouvrages étalés par un bouquiniste. Est-ce que ça vaut que pour les Parisiens? Ça, j'enlève parisien dans la phrase, ça donne quoi? Il est impossible de résister. Non, il faut quelque chose pour un amateur. Il est impossible pour un amateur de résister au désir de feuille. J'ai quelque chose contre les Parisiens, vous allez me dire. Donc, il est impossible pour un Parisien de résister au désir de feuilleter de vieux ouvrages étalés par un bouquiniste. Cette partie de la foire de Francfort me rappelait les quais. Souvenir plein d'émotions, de charme, j'achetais quelques vieux livres, ce qui me donnait le droit de parcourir longuement les autres. Dans le nombre, j'en rencontrai un, imprimé moitié en français, moitié en allemand, et dont voici le titre que j'ai pu vérifier depuis le manuel du libraire de Brunet. Événement des plus rares, ou Histoire du sieur abbé, comte de Bucquois, singulièrement son évasion du fort l'évêque de la Bastille, avec plusieurs ouvrages vers et prose, et particulièrement la gamme des femmes, se vend chez Jean de la France, rue de la Réforme, à l'Espérance, à Bonnefoy, 1719. La référence bibliographique devenant en elle-même la promesse de fiction, le pitch de son contenu, on dirait aujourd'hui. Le libraire m'en demanda 1 florin et 6 kreuzer, en prononce cruche. Cela me parut cher pour l'endroit, et je me bornai à feuilleter le livre, ce qui, grâce à la dépense que j'avais déjà faite, m'était gratuitement permis.
le récit des évasions de l'abbé de Bucquoy était plein d'intérêt. Mais je me dis enfin, je trouverai ce livre à Paris, aux bibliothèques, ou dans ces 1000 collections où sont réunis tous les mémoires possibles relatifs à l'histoire de France. Je pris seulement le titre exact et j'allais me promener au Main Lust sur le quai du Main en feuilletant les pages du Volkskalender. À mon retour à Paris, je trouvais la littérature dans un état de terreur inexprimable. Attention, par suite de l'amendement Riancé à la loi sur la presse, il était défendu aux journaux d'insérer ce que l'Assemblée s'est plu à appeler le feuilleton roman. J'ai vu bien des écrivains, étrangers à toute couleur politique, désespérés de cette résolution qui les frappait cruellement dans leurs moyens d'existence. Et là, tout est vérifiable. D'ailleurs, il y a un magnifique travail de notes. Je ne sais pas qui a établi cette édition. Claude Pichois, comme par hasard, Claude Pichois et Jean Guillaume. Mais l'appareil critique est formidable là-dessus. C'est-à-dire que la librairie va mal. Aujourd'hui, il y a des millions d'euros de subventions pour entretenir la librairie. C'était pas le cas. Et donc, ça ne change pas beaucoup. Il y a du lobbying. Je n'aime pas ce mot. Mais appelons ça pression politique d'une corporation. Et donc, on dit, c'est la faute à qui? À Internet? Non, il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Qu'est-ce qu'il aurait été génial, notre Nerval, sur Internet? La faute est à la presse. Est-ce qu'il y a de la littérature aujourd'hui dans la presse? Non, c'est fini. Mais là est le nœud du problème. La presse vend du feuilleton roman et dépouille la librairie de son premier contenu, qui est la littérature. Paradoxalement, c'est ce qui va nous livrer sur deux grandes mains la littérature du 19e dans ce qu'elle a de meilleur. Edgar Poe, son magazine, et puis à l'intérieur des faits divers qui sont un petit peu trop limités, je réécris le même fait divers avec les mêmes techniques, mais celui-ci est totalement fictif et par contre absorbera un peu plus du fantasme ou du symbolique. Et voilà les nouvelles d'Edgar Poe dans leur premier cadre de publication magazine. Dickens, feuilleton roman. On signe un contrat, on part 1 an, 14 mois, on a dépensé tout l'argent, et puis au dernier moment, faut bien venir à Londres, et puis on écrit de semaine en semaine le feuilleton qui va paraître le lendemain. Et c'est à nouveau Grandes Espérances, magasin d'antiquité, la maison d'Aprevent, Bleak House. Tiens, voilà encore une piste pour un de nos dimanches. Et Dostoïevski. Dostoïevski fonde son propre magazine et des récits comme Douce, Le sous-sol, il les écrit pour son magazine. Donc non pas dans une idée de illusion romanesque, mais dans une idée de lecture directe du réel. Parce que le magazine et la presse se coltinent au jour le jour. Le réel et votre lecture de Douce ou du sous-sol seront évidemment totalement différentes. Et donc, voilà que des gens comme Gérard de Nerval, qui tirent leurs ressources de la publication dans la presse, de ce qui, à l'intérieur des numéros, par la loi du feuilleton, donne un contenu supplémentaire, mais à eux, une raison de publier, d'expérimenter, n'a plus le droit de raconter de la fiction dans le journal. Et là, c'est là où ce texte est extrêmement curieux. C'est-à-dire que, mine de rien, si vous êtes encore là, j'en suis très touché, parce qu'on vient quand même de lire 2 grosses pages de Pléiade. Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Il nous a fait vivre son voyage, il nous a fait vivre cette foire de Francfort, il a fait exister des livres qu'il se procure, et au milieu de ces livres, bien tout d'un coup, l'absent. C'est-à-dire le livre qu'il aurait dû acheter, et il ne l'a pas acheté. Et tout d'un coup, par ce dispositif-là, le livre devient une quête, un trésor, un espoir. Alors évidemment, là, ce qu'il va nous raconter, c'est comment, dans Paris, il va tenter de retrouver le livre. Et donc ce texte ne sera pas quelque chose qui concerne l'abbé de Bucquoy. Moi, j'ai fait une sorte d'inversion totale de l'ordre temporel des contenus, mais que la recherche du livre racontant la vie de l'abbé de Bucquoy devient le corps même du récit. Mais ce faisant, ce qu'il met à l'intérieur, ce qu'il propose au journal de publier, est-ce que c'est du roman? Est-ce que c'est de la fiction?
Non, la vie de l'abbé de Bucquoy, elle n'est pas une fiction. Les illuminés utiliseront l'espace feuilleton pour ce qu'on appelle aujourd'hui non-fiction, c'est-à-dire voici la vie de ces excentriques. Elle est romanesque, la vie de Rétif de la Bretonne, de Cagliostro ou de l'abbé de Bucquoy. Ben, ce romanesque n'est pas du roman, c'est de l'histoire. Et puis là, c'est pas encore réglé, on est sous le coup de cette loi. Qu'est-ce que je vous raconte, moi? Ce que vous publiez, monsieur le directeur de journal, c'est la lettre que je vous adresse qui explique pourquoi je n'ai pas rédigé l'histoire de l'abbé de Bucquoy, parce que la loi me l'interdit, mais en même temps, ma recherche du livre, je témoigne de quoi? De quelque chose qui est typiquement une enquête et qui concerne la presse. Si ça fait réfléchir à l'idée du livre, et qu'à réfléchir à l'idée du livre, l'espace du récit contenu dans ce livre qu'on cherche à attraper, mais qui va toujours s'enfuir un peu plus loin, on est au cœur de la littérature. Mais on n'est pas dans la littérature, juridiquement parlant. Alors c'est un texte qui, évidemment, est court. Ça va être quoi les étapes? D'abord, il va se rendre à la Bibliothèque nationale. Ensuite, il va le chercher dans chez des collectionneurs, dans les autres bibliothèques parisiennes. Mais quand il va croiser ces marchands ou ces collectionneurs, il va y avoir une digression obligée. Et dans la digression obligée va venir quoi? L'histoire d'un phoque. Eh bien, ça, c'est pas de la prestidigitation, c'est-à-dire une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, suivi d'une autre digression forcée, amitié littéraire, réponse au corsaire, la censure, le théâtre et les masques d'Arlequin. Qu'est-ce que c'est un littérateur? C'est un bonimenteur qui vous parle de l'abbé de Bucquoy, mais il vous racontera rien puisqu'il n'a pas trouvé le livre. La recherche du livre va vous faire exister tout d'un coup les replis des bibliothèques nationales. Mais le livre, on ne le trouvera pas. Et puis en continuant, mais vous aurez soudain remplacé ce même récit par une histoire de phoque. What the fuck, vont dire certains. Mais pour nous, quand on réouvre ces questions-là, cette question de la non-fiction, cette question de l'enquête, cette question que faire un livre, est-ce que ça peut se faire? C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est que parler des livres devient à son tour un livre. C'est-à-dire que le chantier de la littérature, c'est le rapport au livre qui vous ramène ces bouts de réel par procuration, qui vous fait traverser le temps. Et là, on est dans la magie nervalienne au plus direct. Mais cette question juridique du support, la presse contre l'imprimerie, le statut de la fiction et l'interdit juridique d'installer de la fiction qui fasse vendre le support presse plus que le support imprimerie. Et puis que ce faisant, la littérature même répond par une instance qui n'est pas fictionnelle, mais qui est encore mieux et de plus près, elle-même, la littérature, dans son centre le plus symbolique. Ouais, ça résonne. Voilà maintenant ce qui m'est arrivé depuis que l'abbé de Bucquoy a été annoncé dans le National. Parce que ce brave Nerval touche des sous, et donc le National annonce que l'histoire de l'abbé de Bucquoy va figurer dans ses colonnes, racontée par Gérard de Nerval. Mais lui, autant il a pu feuilleter le livre, nous dit-il, debout à Francfort, dans cette cour des miracles où on vend des vieux livres, c'est urgent pour lui de se le procurer, le livre, s'il veut raconter l'histoire. Il est de retour à Paris, il ne doute pas qu'il va le trouver, et il ne va pas le trouver. Il le trouvera quand même, puisque un petit peu plus tard, dans Les Illuminés, vous aurez l'histoire de l'abbé de Bucquoy. Je m'étais assuré de l'existence du livre en France. Je l'avais vu classé, non seulement dans le manuel de Brunet, mais aussi dans la France littéraire de Kérard. C'est-à-dire que les instruments de la bibliographie, prenons aujourd'hui le rapport à des trucs comme Wikipédia, mais au catalogue de la Bibliothèque nationale, au grand labyrinthe qui est Gallica, avec tous ces facs-similés de livres, au nombre desquels, sur Gallica, vous allez pouvoir le trouver, vous, en 3 clics, cette histoire originale de l'abbé de Bucquoy, en 1719. J'ai vérifié, elle y est. Il paraissait certain que cet ouvrage, noté, il est vrai, comme rare. Ouais, mais du fait qu'il est rare, ça vous motive encore plus à ce que je me fasse l'intermédiaire pour le faire découvrir.
se rencontreraient facilement soit dans quelques bibliothèques publiques, soit encore chez un amateur, soit chez les libraires spéciaux. Du reste, ayant parcouru le livre, ayant même rencontré un second récit des aventures de l'abbé de Bucquoy dans les lettres si spirituelles et curieuses de Madame du Noyer, je ne me sentais pas embarrassé pour donner le portrait de l'homme et pour écrire sa biographie selon des données irréprochables. Mais je commence à m'effrayer des condamnations suspendues sur les journaux pour la moindre infraction au texte de la loi nouvelle. Retour au point de départ. 50 francs d'amende par exemplaire saisi. C'est de quoi faire reculer les plus intrépides. Pour les journaux qui tirent seulement à 25 000, et il y en a plusieurs, cela représenterait plus d'1 million. On comprend alors combien une large interprétation de la loi donnerait au pouvoir de moyens pour éteindre toute opposition. Oui, c'est comment le combat politique au présent rejoint ce truc où vous êtes là simplement parce qu'on vous promet une histoire que vous n'avez pas encore. Je parlais de mon embarras à un savant qu'il est inutile de désigner autrement qu'en l'appelant bibliophile, toujours on tourne autour, et il me dit « Ne vous servez pas des lettres galantes de Madame du Noyer pour écrire l'histoire de l'abbé de Bucquoy. Le titre seul du livre empêchera qu'on le considère comme sérieux. Attendez la réouverture de la bibliothèque. Elle était alors en vacances. » Et vous ne pouvez manquer d'y trouver l'ouvrage que vous avez lu à Francfort. Je ne fis pas attention au malin sourire qui probablement pinçait alors la lèvre du bibliophile. Le 1er octobre, je me présentais l'un des premiers à la Bibliothèque nationale. Monsieur D. est un homme plein de savoir, de complaisance. Il fit faire des recherches qui, au bout d'une demi-heure, n'amenèrent aucun résultat. Il feuilleta Brunet, Quérard, y trouva le livre parfaitement désigné et me pria de revenir au bout de 3 jours. On n'avait pas pu le trouver. Peut-être cependant, me dit Monsieur D avec l'obligeante patience qu'on lui connaît, peut-être se trouve-t-il classé parmi les romans. Je frémis. Parmi les romans, pensez avec cette loi-là qui vient de passer. Mais c'est un livre historique. Cela doit se trouver dans la collection des mémoires relatifs au siècle de Louis XIV. Ce livre se rapporte à l'histoire spéciale de la Bastille. Il donne des détails sur la révolte des Camisards, sur l'exil des protestants, sur cette célèbre ligue des faux sauniers de Lorraine, dont Mandrin se servit plus tard pour lever des troupes régulières qui furent capables de lutter contre des corps d'armée, de prendre d'assaut des villes telles que Beaune et Dijon. Je sais, dit Monsieur D. Mais le classement des livres, fait à diverses époques, est souvent fautif. La bibliothèque comme labyrinthe qui ne se connaît pas lui-même. On ne peut en réparer les erreurs qu'à mesure que le public fait la demande des ouvrages. C'est l'interactivité et les métadonnées qui créent la pertinence du visage de la bibliothèque. Et qu'on est là encore dans des choses qui peuvent loin résonner aujourd'hui. On est dans un cas de deep learning, artificial intelligence, mais gardons les mots français. Il n'y a ici que Monsieur R qui puisse vous tirer d'embarras. Malheureusement, il n'est pas de semaine, écrit en italique. J'attendis la semaine de Monsieur R. Par bonheur, je rencontrai le lundi suivant dans la salle de lecture quelqu'un qui le connaissait et qui m'offrit de me présenter à lui. Monsieur R m'accueillit avec beaucoup de politesse et me dit ensuite « Monsieur, je suis charmé du hasard qui me procure votre connaissance. Je vous prie seulement de m'accorder quelques jours. Cette semaine, j'appartiens au public. La semaine prochaine, je serai tout à votre service. » Comme j'avais été présenté à Monsieur R, je ne faisais plus partie du public. Je devenais une connaissance privée pour laquelle on ne pouvait se déranger du service ordinaire. C'était parfaitement juste d'ailleurs, mais admirez ma mauvaise chance. On a souvent parlé des abus de la bibliothèque, ils tiennent en partie à l'insuffisance du personnel, en partie aussi à de vieilles traditions qui se perpétuent. Ce qui a été dit de plus juste, c'est qu'une grande partie du temps et de la fatigue des savants distingués, qui remplissent là des fonctions peu lucratives de bibliothécaires, est dépensée à donner aux 600 lecteurs quotidiens des livres usuels qu'on trouverait dans tous les cabinets de lecture, ce qui ne fait pas moins de tort à ces derniers qu'aux éditeurs et aux auteurs, dont il devient inutile dès lors d'acheter ou de louer des livres. Je pense qu'on fait des cours à l'ENSIB sur ces 10 lignes-là. On l'a dit encore avec raison, un établissement unique au monde comme celui-là ne devrait pas être un chauffoir public, une salle d'asile, et ça aussi comme ça fait parler. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important, ce rôle d'accueil ouvert pour
de nos bibliothèques dans nos villes. Mais vous voyez comme ces choses-là sont posées dès ce moment-là, dont les hôtes sont en majorité dangereux pour l'existence et la conservation des livres. Cette quantité de désœuvrés vulgaires, de bourgeois retirés, d'hommes veufs, de solliciteurs sans place, d'écoliers qui viennent copier leur version, de vieillards maniaques, comme l'était ce pauvre Carnaval qui venait tous les jours avec un habit rouge, bleu clair ou vert pomme et un chapeau orné de fleurs, mérite sans doute considération. Mais n'existe-t-il pas d'autres bibliothèques, et même des bibliothèques spéciales, à leur ouvrir? Il y avait aux imprimés 19 éditions de Don Quichotte. Aucune n'est restée complète. Les voyages, les comédies, les histoires amusantes, comme celle de M. Thiers et M. Capfigue, l'almanach des adresses, sont ce que le public demande invariablement, depuis que les bibliothèques ne donnent plus de romans en lecture. Allez y voir. Moi, j'ai fini mon dimanche. Mais dimanche prochain, qu'est-ce qu'on fait? On en prend un autre et on continue. Merci.